Bonjour. J'essayais d'imiter Lilith, mais je suis pas sûr d'avoir une voix aussi suave que la sienne. Salut à tous. Alors aujourd'hui, un sujet un petit peu plus léger que d'habitude. Je voudrais réagir à une petite vidéo qui tourne depuis un petit moment sur les réseaux, depuis peut-être une semaine. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, c'est assez intéressant comme réflexion. Donc on va écouter cette jeune fille qui est passée sur une émission. Moi, vous revendiquez le droit à la paresse? Totalement. Je considère qu'on a le droit d'avoir envie de faire autre chose que travailler dans sa vie. D'ailleurs, on a un temps d'enfance, un temps d'études pour les jeunes les plus chanceux peut-être. Ensuite, on a ce temps du travail. Et moi, je considère que c'est important, ce temps de la retraite. Et aussi un temps pour rien faire. Mais totalement. Et d'ailleurs, c'est faux. Alors, il y a déjà un problème au niveau du vocabulaire. Le droit à la paresse, socialement, ça passera pas. La paresse, c'est un mot qui est connoté négativement, ne serait-ce que dans la tradition chrétienne, c'est un des péchés capitaux. Donc c'est quand même quelque chose qui, au niveau social, global, ne passera pas. Les gens n'aiment pas les paresseux, et à juste titre ou pas, mais enfin, je pense que là, le vocabulaire est pas le bon, en fait. Le droit à la paresse, il faudrait trouver une autre formulation pour expliquer ce qu'elle est en train de vouloir dire. Ce qui est dommage, c'est que elle est jeune et elle n'est pas en milieu ami. Donc c'est dommage qu'elle s'exprime mal en fait sur les idées. Mais on va essayer de clarifier en fait sa position. En gros, elle parle d'une période de la vie où on ne serait pas astreint à notre travail. Le truc, c'est que c'est ne pas être astreint à un travail rémunéré. C'est-à-dire ne pas forcément que ce travail soit au centre et qu'on puisse pratiquer d'autres activités. C'est en substance ce qu'elle dit. C'est pour ça que le droit à la paresse, c'est pas le bon vocabulaire, parce que l'idée, c'est pas de rester assis devant la télévision toute la journée. C'est pas d'être paresseux, justement. C'est juste d'avoir des activités différentes que celles de notre travail rémunéré qui nous permettent de vivre. Voilà, félicitations et les vacances. Voilà. C'est faux de dire qu'à la retraite, on ne fait rien. Beaucoup de retraités tout le monde sont est pour la bénévoles retraite. dans des associations. Alors, tout à fait. Justement, la retraite est un très bel exemple. Les retraités ne sont pas des poids morts pour notre société. Quand ils arrivent à la retraite, le fait qu'il n'y ait plus de nécessité d'avoir l'impératif du travail, ça leur dégage du temps. Et ce temps-là, d'ailleurs, ils le mettent souvent à contribution, bénévolement, pour faire plein de choses. Alors, je lisais, je sais plus où, des chiffres qui disaient que, en gros, les retraités, en gardant leurs petits-enfants, pendant que les parents travaillent, ils occupaient à peu près 120 000, 180 000 postes de nounous, de gardiennage. Le truc, c'est que, vu l'inflation, vu le niveau financier, en fait, moyen du pays, beaucoup de gens ne peuvent pas payer tous les jours des nounous ou du gardiennage. Donc les grands-parents viennent les alléger. En plus, ça permet de créer le lien au sein de la famille. Donc c'est pas vraiment gênant. Les autres choses, c'est le tissu associatif. Comme les retraités ont beaucoup de temps, ils peuvent s'impliquer beaucoup plus dans les associations. Et les associations sont une richesse. Alors c'est pas une richesse au sens pécunier du terme, c'est pas économique, enfin si, mais c'est pas au sens pécunier. C'est une richesse pour la société globale en fait. Ça crée du lien social, ça crée quand même de la production, et tout ça est bénévole en fait, il n'y a pas de circulation d'argent. Le troisième point qui me vient à l'esprit comme ça sur les retraités, c'est qu'ils sont, comme ils ont le temps toujours, ils sont beaucoup plus impliqués politiquement, notamment dans la politique locale. Et c'est important ça, qu'on ait des gens qui s'occupent de la localité. Alors c'est dommage que des personnes âgées ou presque, même si ça se rajeunit, il y a quand même des jeunes ou des plus jeunes qui ont un peu plus de temps et qui arrivent à s'en dégager. Mais la moyenne d'âge est quand même assez élevée au sein des élus locaux. Pour le droit énormément de choses. Vous êtes pour le droit à la retraite, très bien. Est-ce que, ma question sur le droit à la paresse, est-ce que vous considérez que dans la vie, il peut y avoir des temps où on ne fait rien? Moi, je suis pour le revenu universel. Alors, gros mélange. Le revenu universel, justement, il est intéressant dans un certain cadre. Si on le présente accolé au droit à la paresse, ça marchera pas non plus. Les gens vont coincer. Ils vont tous dire, on va pas payer des gens qui vont simplement rester chez eux, sur le canapé à regarder la télé ou à ne rien faire. Ça peut se comprendre, ça. Donc, je pense que c'est une mauvaise idée d'amalgamer les deux, justement.
Je considère qu'on devrait pouvoir avoir des périodes de la vie, effectivement, où on est rémunéré pour ne rien faire. Autre chose, faire des formations. Voilà, pour ne rien faire, des formations associatives. Alors, là, le présentateur, je le trouve malhonnête intellectuellement. La formation, c'est pas un moment justement qui est perdu dans la vie, c'est pas ne rien faire, au contraire, c'est quelque chose qui enrichit beaucoup. Et même si sur le moment ça peut coûter un petit peu au système, des personnes qui sont formées, qui sont compétentes dans d'autres domaines, ils vont le rendre par la suite. C'est en ayant des gens qualifiés qui vont aller justement ensuite produire produire une richesse que l'État va pouvoir récupérer ses taxes par-dessus et que donc justement le peu de temps où la personne a coûté au système, il va le rendre par la suite en utilisant ses compétences. C'est pareil pour le tissu associatif, j'y reviens dessus puisqu'il le précise, le présentateur, ce n'est pas du temps perdu. Et je vais revenir sur un petit peu d'histoire. En 1936, quand il y a eu les congés payés, c'était 2 semaines au départ, et les conservateurs de l'époque, et beaucoup de grands patrons aussi, ont eu une levée de bouclier en disant on va pas payer les gens à rien faire. En plus, leur oisiveté, ça va être de la décadence, notre société devient décadente, etc. Bon, on s'est aperçu avec le recul que c'est complètement faux, et pas mal d'études montrent dans le cadre du travail que des salariés qui aiment leur métier et qui sont reposés et bien dans leur tête, sont beaucoup plus productifs que des salariés qui bossent jour et nuit, qui sont épuisés ou dépressifs, ou qui détestent leur travail. Donc moi, ce que je trouve intéressant dans cette vidéo-là, c'est de se poser la question de la place du travail au sein de notre vie et au sein de notre société. Au sein de notre vie, il y a de gros changements, je trouve, depuis le Covid. Beaucoup de gens ont compris, ont réalisé que finalement le travail c'était pas toute la vie. Ensuite, je reviens sur cette approche du travail non rémunéré. Il y a des activités qui nécessitent du temps. Et pour les artistes, par exemple, on a créé le système d'intermittence. Et quand on regarde un peu le statut de prêt, il n'est pas forcément avantageux. Il l'est par rapport à plein d'autres pays, hein, je critique pas ça. Mais il y a quand même une contrepartie qui est assez lourde. Il y a beaucoup de petits artistes qui ont du mal à faire ce statut. Alors vous savez que je travaille dans le spectacle, mais moi je ne suis pas intermittent, je suis indépendant. Et je ne demande rien à l'État, j'ai pas d'aide. Et j'ai énormément réduit aussi ma charge de travail depuis le Covid. Parce que j'ai pu le faire, je peux toujours le faire. C'est quelque chose que j'ai pensé, que j'ai prévu. Ça faisait longtemps que je songeais à réduire ma charge de travail. Sauf qu'à un certain moment, j'ai dû mettre les bouchées doubles parce que, comme je vous dis, je voulais pas peser sur le système. Donc, j'ai préparé mon modèle de vie actuel. Et puis, il y a eu des coups de chance. Je pense que sans coup de chance, c'est plus compliqué, ou c'est beaucoup plus long à préparer, parce qu'il faut faire des réserves. Donc actuellement, je travaille toujours, obligé, on est obligé de travailler pour pouvoir se nourrir, simplement, mais beaucoup moins qu'avant. Ce qui fait que je suis pas riche, je le deviendrai pas, mais j'ai plus de temps pour développer mes propres compétences, et éventuellement pour m'impliquer dans la vie locale et dans des associations, ou aller aider simplement des personnes. Donc je trouve que cette réflexion est assez intéressante. C'est dommage que cette jeune femme n'ait pas réussi à s'exprimer correctement et s'est laissée porter en fait par les présentateurs qui eux par contre sont complètement hostiles au principe. Je pense qu'on oublie aussi un autre facteur qui est la robotisation au sens large de la chose du monde du travail en fait. Depuis que je suis enfant, j'ai vu une énorme automatisation des chaînes de production, notamment. Maintenant, c'est devenu beaucoup plus naturel, mais beaucoup de machines ont remplacé beaucoup de tâches répétitives. Actuellement, si on avait l'énergie et si on avait les ressources pour le faire, on pourrait automatiser beaucoup de choses. L'arrivée des intelligences artificielles, là, va créer un autre problème. C'est que si dans un premier temps, on a automatisé les travaux qui étaient des travaux relativement répétitifs et manuels, on arrive maintenant à pouvoir, alors c'est pas encore au point, mais ça viendra, à pouvoir automatiser des tâches dans des métiers qui sont beaucoup plus intellectuels. Nous, dans le milieu de la production audiovisuelle, par exemple, les intelligences artificielles sont une véritable révolution sur le traitement de l'image, sur le traitement du son, sur les diagnostics médicaux. C'est un peu le même principe. Les machines deviennent de plus en plus performantes et seront de toute façon plus performantes que les humains. La conduite automobile, pour les voitures autonomes, etc., etc. Vous voyez de quoi je veux parler.
Donc dans la durée, si on continue sur cette civilisation-là et qu'on a l'énergie et les ressources pour continuer à se faire assister par des machines à ce point-là, le problème et la place du travail dans notre société va se poser de toute façon. Parce que les machines vont prendre trop la place des humains et qu'à un moment donné, il faudra bien qu'on trouve un système pour que les humains puissent vivre et continuer à apporter une plus-value, une richesse à l'ensemble de la société. Et je terminerai là-dessus en revenant sur les congés payés de 36. Il y a plein de patrons qui ont fait le pari que ça allait être intéressant pour eux. Et avec le recul, on s'aperçoit que ces fameux congés payés, finalement, n'ont pas appauvri les patrons et le pays, mais bien au contraire. Parce que ça a créé toute une nouvelle économie, par l'économie du tourisme. Mais en plus, comme je le disais, les ouvriers étaient beaucoup plus reposés, ils étaient mieux dans leur tête, ils étaient beaucoup plus productifs en fait. Donc, je pense, moi, que le revenu universel, c'est une bonne chose dans certains cadres. Il faudrait qu'on y réfléchisse. Et je pense qu'il y a des choses extrêmement positives et que grâce au système associatif notamment, ou le fait d'avoir des activités qui ne sont pas forcément rémunérées mais bénévoles, apporte une grande richesse à l'ensemble de la société. Mais ce n'est pas quelque chose de très visible sur les indicateurs, et notamment les indicateurs classiques, que sont la croissance ou l'économie ou ce genre de choses. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, et puis je vous dis à une prochaine fois pour un autre sujet.